Fritel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à Paris Match, vous êtes spécialiste de la droite et de l'extrême droite pour ce magazine. Bon, c'est dire si votre connaissance des mécanismes et des dysfonctionnements de ces mécanismes va être utile pour que l'on puisse comprendre cette situation complexe. D'ailleurs, quand on cherche à comprendre ce qui se passe au fond en France, dans le paysage politique français, il y a un mot qui résume régulièrement la situation française, c'est le chaos. Mais est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? Est-ce que la France est vraiment dans le chaos? Les Français ne sont pas dans la rue, les politiques publiques fonctionnent quand même. Pourquoi ce mot chaos vient-il fixer, selon vous, la situation française? Alors déjà parce que c'est un terme qui est employé surtout par les agents dits de la responsabilité, pour jeter l'anathème sur leurs adversaires. Et c'est vrai que la logique depuis 2017 macroniste, c'est de ramener à soi toutes les forces dites responsables et constructives dans un immense centre permettant finalement de désigner le RN ou aujourd'hui LFI, les forces dites extrêmes, comme les adversaires qui n'ont même pas le droit au terme d'alternance. Donc ça permet aussi de légitimer un pouvoir qui parfois, effectivement, peut paraître un peu autoritaire, mais cette idée que le chaos pourrait surgir s'il n'était pas là, ça légitime. Donc il y a vraiment ça, c'est vraiment un terme finalement politique. Ensuite, il y a un chaos institutionnel. Depuis 2024, déjà 2022, mais depuis... 9 juin 2024, la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Sincèrement, on ne comprend plus rien. Là, on est encore sur les logiques budgétaires, on ne sait pas où on en est, les députés eux-mêmes ne savent pas où ils vont, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de majorité, on vit au jour le jour. Et enfin, il y a la population qui, elle, ne se sent pas dans le chaos, mais a peur de la perspective du chaos. C'est plutôt la peur de l'avenir, du lendemain. Oui, parce que c'est ça c'est une angoisse qui est sourde. Quelle est la nature du malaise français pour vous? C'est l'impression que nos enfants vivront moins bien que nous, et que nous-mêmes vivons déjà moins bien que nos parents. L'impression d'une déliquescence progressive et d'un basculement. D'un déclassement, mais surtout on a l'impression que ça prend l'eau de toutes parts. C'est pas qu'une question de sécurité, c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est aussi un déclassement par exemple de la France à l'international. C'est l'impression d'une menace internationale par une sorte d'illibéralisme à la Trump, à la Orban, à la Poutine. Et oui, le monde qu'on a toujours connu est en train de changer. On est à un moment charnière de l'histoire. Ça peut être excitant à certains moments, mais ça provoque surtout énormément d'angoisse. Ce qui est assez logique en plus dans une France qui, effectivement, les gens vivent moins bien, le système de santé, on va en parler tout à l'heure, la question de la santé au municipal, mais dans toutes les élections, ça reste une question extrêmement importante parce que nos services publics ne sont plus à la hauteur de ce qu'on avait avant et en même temps, on a aussi l'impression de toujours donner plus, de toujours payer plus, sans avoir un retour sur investissement finalement. Alors effectivement, cette notion de déclassement, elle est extrêmement présente dans les esprits, dans les enquêtes d'opinion. On entre dans la période électorale du quinquennat, vous l'avez signalé, on va bientôt être dans quelques mois, au mois de mars 2026, dans des élections municipales. Un an plus tard, ce sera la campagne pour l'élection présidentielle. Alors, on est dans une période extrêmement politique et pourtant, selon la formule du directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, on est dans une éclipse du politique. Et dans son livre, avec Brice Sokol, qui vient de publier, L'écharpe et les tempêtes, à la veille de l'élection municipale, il dresse un portrait de la France en déprime. Je vous livre en quelques mots. Pays bloqué à l'arrêt, contexte international anxiogène, gouvernement empêché d'agir, l'opinion en fait a acté que les choses ne se passent plus au niveau national, mais au niveau maintenant local, et avec une forme d'indifférence et de distance. De ce point de vue-là, on s'attend à des élections municipales aussi qui vont être quasi révolutionnaires, ou ça va être encore les sortants qui vont être maintenus? Alors, il y a une chose qui est intéressante, justement, et Brice Sokol et Frédéric Dabi le rappellent dans leur ouvrage, c'est que nous sommes dans la même configuration que celle de 2001-2002. C'est-à-dire qu'en 2002, donc 21 avril, la question de la sécurité est très importante. Là, le PS s'est disqualifié. Donc, élection municipale, un an avant une élection présidentielle. On se retrouve dans cette matrice-là. Exactement. Et qu'est-ce que vous remarquez? Et la question de l'insécurité était déjà très présente au municipal et a donné le ton
en 2002 sans que les politiques s'en aperçoivent. Il y a eu un rejet de cette question-là. On se souvient de Papivoise, l'affaire Papivoise, qui avait coûté cher finalement au candidat socialiste Lionel Jospin à la présidentielle. Qui avait dit qu'il y avait eu un sentiment d'insécurité qui n'avait pas été très prégnant sur ce sujet-là. Terme qui revient énormément, hein, alors qu'on a dit effectivement, on a sous-estimé, on a un peu méprisé une partie des Français en considérant que ce n'était qu'un sentiment. Aujourd'hui, ce sont deux termes que vous retrouvez dans les partis plus classiques. Franchement, ça risque d'exploser au visage de ceux qui sous-estiment cela, parce qu'effectivement, pour la présidentielle, c'est sans doute ces thèmes qui vont s'imposer. Et toujours encore la thématique du pouvoir d'achat liée effectivement à la perte de services publics et à tout ce qu'on décrit finalement Brice Toccol et Frédéric Dabi, c'est-à-dire un sentiment pas de dépossession, perte de pouvoir. Voilà, il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir n'est plus au niveau national. On pense qu'il est au niveau local, mais même au niveau local, il existe plus. Alors si on reste quelques instants sur ce que vous dites, effectivement, cette articulation entre ces deux échéances électorales, parce qu'en général, pour l'élection municipale, on dit il n'y a pas de leçon nationale à tirer. Les maires, c'est toujours particulier. On ne peut pas dire vraiment que c'est une élection politique. Mais en réalité, ce que vous nous dites, non, c'est que ce qui va émerger du scrutin municipal va donner le ton et la fréquence de l'élection présidentielle un an plus tard. Je pense que honnêtement, de tout temps, les thèmes qui émergent dans des élections locales, surtout quand ils sont proches de l'élection présidentielle, donnent le ton de l'élection présidentielle. La question écologique, par exemple, en 2020, c'est une question qui était très prégnante en 2022. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron, c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron a fait sa campagne de second tour pour attirer à lui les électeurs de gauche, en disant mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Oui, on se souvient d'un très grand meeting à Marseille, par exemple. Tout à fait, à Marseille. On avait promis, on avait à merveille sur le plan écologique. Exactement, et ça n'a pas été le cas. Notamment pour rendre quand même justice, parce qu'il n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale en 2022. Il n'a pas pu mettre en place ce super Premier ministre avec ses deux adjoints dédiés à la transition écologique et à la transition énergétique. Aujourd'hui, la gouvernance verte dans les villes et dans certaines communes, aujourd'hui, saute au visage des maires sortants écolos, et eux, pour la première fois, normalement, quand vous êtes sortant, vous êtes plutôt en bonne position, risquent de payer justement leur engagement. Ils avaient été élus là-dessus, mais ils vont perdre là-dessus. Aussi parce qu'en 2020, il y avait une faible légitimité due au Covid. Donc aujourd'hui, vous allez vous retrouver effectivement avec des maires, pour beaucoup sortants qui seront réélus parce qu'on élit plutôt une personnalité plutôt qu'une étiquette. Certaines personnes qui seront sorties à cause de l'étiquette, je pense aux écologistes, mais ça n'empêchera pas quand même que les thèmes qui émergeront seront les thèmes qui seront importants dans les mois à venir. Ce que vous dites en fait, c'est que vous attendez-vous au fond à un reflux écologiste, notamment dans quelques villes emblématiques, Lyon, Strasbourg, peut-être Poitiers ou d'autres. Profondément, Bordeaux. Les socialistes en paieront aussi en partie le prix parce qu'ils se sont associés aux écolos et qu'ils ont énormément mis en avant leur mandat écologiste finalement, plus que socialiste dans dans ces six dernières années. Quand LR, pour le coup, ne devrait pas perdre trop de communes, difficilement en gagner mais pas trop en perdre, il y aura une stabilité. Moi je pense en revanche que le Rassemblement national va faire une vraie percée. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, ils ont eu 89 députés et en 2024, ils en ont eu 126, pardon. Et ça permet de ratisser le terrain. Vous avez des élus qui vont tous les week-ends sur le terrain rencontrer les élus locaux. Ils se sont implantés dans le territoire et à certains, ils ont dit, écoutez, on va faire très simple, on va pas mettre de liste face à vous. En revanche, sur votre liste, vous allez prendre telle personne. Il n'est pas encarté chez nous, mais il est proche de nos idées. Donc en fait, il va y avoir quoi ? Il va y avoir des listes masquées, RN, derrière, sous couvert du divers droite, de la fameuse matrice divers droite, ce sera derrière, au fond, du RN. Tout à fait. Et en plus, vous avez une dernière chose, c'est qu'il y aura une multiplication des listes uniques. Aujourd'hui, trouver des candidats au conseil municipal, c'est très dur. Et puis, il y a une loi qui a été votée, je crois, en 2023 ou 2024 pour une parité parfaite sur les listes. C'est impossible au municipal. Et même, vous avez carrément des listes au municipal où il y avait principalement des femmes qui ne pourront pas se présenter telles quelles parce qu'il faut une parité stricte. Donc, les listes uniques vont se multiplier, vous aurez à boire et à manger sur ces listes-là. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas rentrer dans les pronostics ville par ville, et encore moins à Paris, parce que c'est encore un cas très très particulier. Mais ce que vous nous dites, effectivement, c'est que les grandes mécaniques auxquelles on va assister politiquement au municipal vont donner le ton
effectivement de l'élection présidentielle à venir. Les thèmes en tout cas. Si on continue sur cette image générale de ce qui se passe en France pour essayer de comprendre où on en est. On a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui mène la guerre de tranchées parlementaire et projette en fait sur le monde politique français au fond une méthode qui n'existe pas en France, le compromis. Le compromis. On n'est pas un régime parlementaire. On n'est pas en Scandinavie, on n'est pas en Allemagne. Pourquoi tout d'un coup vouloir en quelques semaines convertir la France à la culture du compromis? Alors, en réalité, on essaie depuis 2024, mais il ne vous aura pas échappé qu'effectivement, on est dans un système parlementaire rationalisé. Donc, le pouvoir de l'exécutif est extrêmement puissant. Le président de la République dispose d'outils constitutionnels qui lui permettent de faire passer des textes en dépit d'une majorité relative ou de pas de majorité du tout à l'Assemblée. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu, c'est le 3e Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis 2024. Même le 4e, pardon. Il essaie de gagner du temps. On n'est pas du tout dans une logique de... Enfin, on essaie de faire passer un budget, d'accord, mais on réfléchit jour par jour, semaine par semaine. Il est dans ce genre de pas de deux avec les socialistes aussi. Et puis Sébastien Lecornu a remis en place peut-être ses rencontres avec les chefs de la majorité, en tout cas de ce socle commun, ces baroques qui paraît pas si commun que ça. Il est très seul. On a regardé les votes qu'il y avait eu lors de la première partie du projet de loi de finances. Il y a eu des abstentions, des votes contre. Rien n'est tenu, absolument rien. Or, Sébastien Lecornu, il tire sa légitimité de cette réunion qu'il y a eu à l'Élysée où Emmanuel Macron a rassemblé les chefs des groupes parlementaires en disant bon, qui veut retourner aux élections. Et effectivement, dans son camp et chez LR, la peur de perdre un siège était quelque chose qui... C'était après François Bayrou, il leur a dit il faut travailler avec le Parti Socialiste. C'était même après le Cornu 1, en réalité. Et même après le Cornu 1, il fallait travailler avec les socialistes. Donc en fait maintenant, est-ce qu'il y a un travail avec les socialistes pour arriver à un compromis? Il y a un travail avec les socialistes, mais les socialistes disent oui, mais en fait on refait la même réunion à chaque fois. Donc oui, on peut réussir à obtenir des choses, sauf qu'on obtient quelque chose de la part de quelqu'un qui n'a pas de majorité. Il est seul. Mais Lou Fritel, est-ce que le seul vrai compromis qui aurait dû être passé n'était pas un passé en 2022 avec la droite, quand Emmanuel Macron est réélu, et que là, il aurait pu avoir plus de 300 députés et gouverner, on va dire, plus ou moins confortablement ou plus ou moins tranquillement. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas et parce que LR ne voulait pas. À la tête des députés LR, c'était feu Olivier Marleix, qui était dans une ligne idéologique qui était de la droite sociale, qui n'est pas du tout celle d'Emmanuel Macron, et qui en plus avait un contentieux personnel avec le chef de l'État. Le chef de l'État avait un contentieux personnel avec lui. C'était impossible pour eux de travailler ensemble. Laurent Wauquiez a énormément pesé de façon à ce que ça ne se fasse pas non plus. Quand vous arrivez en 2024, il aurait pu y avoir aussi une cohabitation avec la gauche. C'est la gauche qui a gagné les élections législatives. C'était eux le bloc principal. Il y a eu un refus très net. Le choix a été fait de travailler avec la droite qui n'avait que 50 députés, même pas à l'époque. Résultat, vous n'avez même pas de majorité relative. On aurait pu se dire que la droite, que vous suivez, que vous connaissez bien, aurait pu tirer un bénéfice de cette situation, mais on a le sentiment d'assister à la énième guerre des chefs. Est-ce qu'on reste encore dans la droite la plus bête du monde, comme on a l'habitude de dire en France? Laurent Wauquiez a eu raison sur une chose. Bon, on peut dire beaucoup de choses sur Laurent Wauquiez, mais il a quand même un minimum de lignes directrices. Et lui regarde beaucoup ce qu'a fait le Parti Socialiste depuis 2017. Lui considérait qu'il fallait d'abord travailler sur les idées, sur quelques sujets bien déterminés, ne pas lâcher là-dessus. Ce que font aujourd'hui les socialistes, qui fait qu'ils s'en sortent dans les sondages. À la place, ça a été la course au poste. Tout de suite, moi je me souviens, j'étais aux rentrées parlementaires des députés et des sénateurs à Annecy en 2024. Quand Michel Barnier est arrivé à parler 2 heures avec les uns et les autres, le pacte législatif auquel s'attachait les ténors de la droite avait tout d'un coup disparu. L'important c'était d'avoir le plus de ministres possible. Bruno Retailleau semble quand même être parti sur le fait de ne pas avoir assez de ministres dans le gouvernement et d'avoir le retour de Bruno Le Maire au gouvernement, c'est-à-dire pas du tout des sujets d'idées. Donc forcément, c'est la vilaine tambouille que les Français avaient balayée en 2017 qui revient par la fenêtre. D'accord, c'est-à-dire donc effectivement ce fameux faux plat et versus une vraie tambouille, comme vous dites, politique, mais on sent bien que finalement, dans les têtes, il n'y a que 2027, que le quinquennat, pour beaucoup, est en fait terminé et qu'il faut maintenant, sans arrêt, préparer 2027. Il y a beaucoup de prétendants. Si on reste encore quelques instants sur la droite,
comment les départager? Cette idée de la primaire, une fameuse primaire qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, selon ce que veut Laurent Wauquiez, est-ce que pour vous, elle a une chance d'exister? En tout cas, on connaît le traumatisme des primaires à droite. En tout cas, moi, de ce qu'on m'a dit récemment, c'est pas une source de première main, donc je fais attention quand même, mais il semblerait que Bruno Retailleau se tourne vers ce genre de mécanisme, plutôt sur le modèle de 2022, donc quelque chose de fermé. Peut-être plancher sur une participation élevée, donc de 10 € ou quelque chose, pour permettre à des votants extérieurs de voter sans que ce soit des gens issus de la gauche à 2 € qui se fassent plaisir, en gros. Et dans ce cas, permettre à des personnes comme Sarah Knafo, par exemple, de se présenter. Le problème, c'est que si Sarah Knafo se présente, il y a des chances qu'elle gagne, sincèrement. Elle plaît à droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous décortiquer ce qui se passe entre Sarah Knafo et la droite? Pourquoi, paradoxalement, alors qu'elle est plus à droite encore, on va dire plus radicale que Marine Le Pen, pourquoi plaît-elle à droite? Parce que justement, elle n'est pas du tout associée à une image, on va dire, peut-être de gauche de Marine Le Pen? Elle n'est pas associée à Jean-Marie Le Pen. Mais ça, quoi qu'on en dise, la droite continue de faire barrage face à ce nom. Elle est libérale. Certains pourraient dire conservatrice. Elle ne se définirait pas comme ça, mais elle a une touche qui est identitaire, en tout cas, ça plaît. Elle est brillante. Elle arrive à traduire des choses compliquées en langage assez simple, avec des exemples simples. Par exemple, ce qu'elle avait dit sur LinkedIn, pour dire le privé fonctionne mieux que le public, on trouve plus de travail sur LinkedIn que via Pôle emploi, France Travail. Ça avait marqué. Ça a été une de ses premiers hauts faits effectivement, à droite. À traduire des données complexes au fond en images simples pour et puis le même grand public. La question algérienne, par exemple, qui a été vachement portée par Bruno Retailleau, c'est elle qui l'a mis dans le débat public aussi. Alors n'oublions pas quand même que la droite, l'électorat de droite, il est très circonscrit aujourd'hui. Surtout l'électorat conservateur libéral à la François-Xavier Bellamy ou Bruno Retailleau, ça pèse à peu près 7-8% aux élections européennes, un peu plus dans les sondages. Mais quand on voit Éric Zemmour, par exemple, en 2022, qui avait fait campagne contre l'immigration, sur le libéralisme, sur l'identité, sur le conservatisme, c'est 7%. C'est beaucoup pour une première présidentielle, mais c'est 7%. Donc c'est pas énorme non plus. Mais c'est un chiffre important. Et honnêtement, si Sarah Knafo demain se présente en étant soutenue par LR, alors vraiment c'est de l'hypothèse, hein, mais imaginons que ça se passe comme ça. Si c'est Jordan Bardella qui se présente pour le RN, ça peut devenir compliqué pour la droite nationaliste, libérale et populiste. Mais Éric Zemmour laisserait Sarah Knafo devenir comme ça une candidate putative? Moi, de ce que j'ai compris, Éric Zemmour ira à la présidentielle si c'est Marine Le Pen qui est candidate. Quand Sarah Knafo ira si c'est Jordan Bardella qui est candidat. Donc c'est la répartition au sein du combat politique générationnel. Ce serait la répartition complètement. Si c'est une présidentielle de gens expérimentés, ce sera pour Éric Zemmour. Si c'est une présidentielle de jeunes pousses, ce sera pour Sarah Knafo. Ça veut dire que la réflexion aussi idéologique à laquelle on peut assister à droite, mais est-ce que c'est le sentiment qu'on a, mais vous de l'intérieur, est-ce que vous assistez à ce débat? Est-ce que le modèle italien que vous connaissez bien par ailleurs, est-ce que le modèle italien de l'union des droites est une matrice, une évolution possible, une mutation possible en France? C'est possible pour des législatives. C'est pas possible pour une présidentielle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si Marine Le Pen est candidate à la présidentielle, elle est dans cette dynamique très 5e République où on peut pas dire droite et gauche, on est gaulliste et où en tout cas on essaie de faire comme le général pour essayer de ramener à soi le ventre mou et être le président de tous les Français. Et les composantes de la société française. Oui. Quand vous êtes dans une dynamique législative, aujourd'hui en France on est vachement dans une dynamique législative parce que l'histoire politique actuelle fait que on ne voit qu'à horizon alliance et coalition. Jordan Bardella tend la main à chaque fois à la droite. Il a réussi à faire venir à lui Éric Ciotti. Il est au Parlement européen, il sait comment ça se passe là-bas, même si son groupe Patriotes pour l'Europe souffre toujours du cordon sanitaire. Il y a des digues qui sautent à ce niveau-là. Donc c'est vrai que tous les jeunes gens que vous voyez en politique, que ce soit Sarah Knafo, mais aussi Marion Maréchal, ils siègent au Parlement européen, ils voient comment ça se passe. Il y a beaucoup moins de lutte idéologique et de principe et il peut y avoir un travail
commun. Mais la logique italienne, par exemple, c'est on fait un accord de gouvernement avant. Ensuite, on va présenter ces listes un peu partout et on voit combien de députés on a tous ensemble et on gouverne ensemble. Là, Jordan Bardella, ça semble plutôt être on y va chacun de son côté et ensuite on verra pour l'accord de gouvernement. À la française. Et à la française. C'est compliqué, ça. Et avec des égos qui s'entrechoquent parce que on entend beaucoup sur la place de Paris que Jordan Bardella, Sarah Knafo, c'est pas la grande, on va dire. Ou Jordan Bardella, Marion Maréchal, surtout. Et la grande symbiose, on va dire. Hein. Ah bah, mais surtout même Marion Maréchal et Jordan Bardella, vraiment. Oui. Ou Sarah Knafo et Marion Maréchal. Donc non, c'est pas la grande symbiose, mais en même temps, ce sont des animaux politiques. Jordan Bardella, il les voit comme des menaces. Et elle le voit comme, surtout pour Sarah Knafo, je dirais. Sarah Knafo, c'est une adversaire directe. Sarah Knafo, pendant la campagne des Européennes, elle faisait partie de ceux qui étaient pour taper comme des sourds sur le Rassemblement national en dépit des alliances possibles au Parlement européen. Quand Marion Maréchal, elle, c'est mise à dos finalement Éric Zemmour et Sarah Knafo. Parce qu'elle voulait ménager. Elle voulait ménager en vue d'alliances possibles. D'accord. On a beaucoup parlé ces jours-ci donc de Jordan Bardella parce qu'il a été mesuré, sondé par l'Institut Odoxa qui l'a mesuré dans un second tour, dans toutes les configurations possibles au second tour. Et évidemment, il s'impose partout, en tout cas dans ce sondage-là. Déjà, on peut s'interroger sur la possibilité de sonder un deuxième tour. Est-ce que ça vous semble probant de se projeter sur des sondages de la deuxième partie de l'élection, sachant que un premier tour rebat les cartes? Alors c'est une tradition politologique, mais chez Odoxa, on dit on est capable aujourd'hui de mesurer un second tour. Est-ce que vous envisagez cela? Vous souvenez, en novembre 2015, qui étaient les quatre têtes, vous vous en souvenez? Alors allons-y. C'était donc François Hollande, président de la République, c'était Alain Juppé, c'était Marine Le Pen et c'était Nicolas Sarkozy. À la fin, il y a eu Marine Le Pen, effectivement, au second tour, mais c'est le parti le plus stable depuis ces 30 dernières années. Les trois autres ont disparu du paysage politique, 1 an et demi avant la présidentielle. Donc aujourd'hui, sincèrement, avec tout ce qui se passe, et notamment la dissolution 2024, les chutes de Premier ministre, le procès de Marine Le Pen, elle n'est pas encore condamnée définitivement, hein. La question aussi de savoir si Édouard Philippe va gagner au Havre, quand même, c'est une question importante. Est-ce qu'il va même pouvoir se présenter pour pouvoir préserver ses chances en 2027 Est-ce que Gabriel Attal irait vraiment se présenter? Est-ce qu'un certain Gérald Darmanin ne tirerait pas son épingle du jeu? Qui sera le candidat de LR? Vraiment Bruno Retailleau? C'est impossible. Donc beaucoup trop, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop encore. Et Marine Le Pen n'a même pas été sondée. Hein. Bien sûr, alors elle n'a pas été sondée parce que la question c'est si on vote dimanche prochain, et si on vote dimanche prochain, dans les conditions actuelles, elle ne peut pas, avec sa situation en justice. Judiciaire. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'éléments qui sont pas réglés, encore beaucoup de questions ouvertes qui ne peuvent pas permettre d'envisager la dynamique politique au soir d'un premier tour, surtout aujourd'hui. Donc ce qui met quand même une manière de distancier par rapport à ce sondage qui enseigne quand même de manière assez spectaculaire que Jean-Luc Mélenchon est écrasé par Jordan Bardella dans une hypothèse de duel puisqu'il recueille que 26% des voix. Est-ce que ça peut être de nature quand même à enseigner sur, au fond, une sorte de plafond de verre de Jean-Luc Mélenchon, où, comme d'habitude, on dit il commence à 12% et ensuite il terminera là-haut parce que c'est une bête de campagne? Avec le RN, l'habitude, c'est le plafond de verre on pense à chaque fois qu'il a sauté et en fait, non, le barrage républicain se met en place. Avec LFI, on dit toujours l'inverse. Donc, voir un front républicain contre la France insoumise, si ça arrive en 2027, ce sera la première fois. N'ayant pas de recul sur l'avant, j'ai un peu de mal à le quantifier. Si on prend l'expérience passée, j'ai du mal à imaginer que la France insoumise souffrira d'un front républicain. Et d'autant plus qu'il y a les élections municipales, comme on l'a signalé avant, et qu'on va regarder aussi précisément quelle dynamique, puisqu'ils veulent absolument rentrer dans les conseils municipaux, mais aussi, ils veulent aussi punir souvent le Parti socialiste pour les choix nationaux. Donc ils peuvent aussi faire tomber
le PS dans des villes. Ah bah à Marseille, par exemple, Benoît Payan aura face à lui Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, je ne sais plus s'il l'a dit, dit officiellement, mais en tout cas j'ai eu des échos, dit que s'il est en tête, il fusionnera. Difficile d'être en tête. S'il est derrière Benoît Payan, il se maintiendra. Donc, pourra contribuer à faire perdre Benoît Payan. Complètement, parce que Franck Alizio, qui est le candidat du RN, a fusionné, lui, avec Stéphane Ravier, qui était le candidat du RN il y a 5 ans, et qui, lui, avait rejoint Éric Zemmour. On est parti après, et ensemble, Diana Dragéot, ils font score égal. Alors, Louis-Furtel, merci beaucoup. Vous reviendrez pour continuer à nous expliquer, décortiquer un peu cette situation très très complexe par rapport à ces années maintenant électorales et politiques que l'on va vivre en France. En tout cas, on a compris que malgré ce que l'on veut bien dire ou lire, tout reste encore bien compliqué et bien encore indéterminé. À très bientôt. On se retrouve pour le Grand Oral.